Rencontrer des gens qui parlent une autre langue que la nôtre, travailler avec eux, voire s'expatrier est une aventure, une rencontre qui parfois peut s'avérer délicate. Dennis Niedringhaus, coach en leadership, multilingue, au parcours de vie étonnant, nous livre son vécu, son expérience et son point de vue de citoyen du monde. Comment s'immerger dans la culture de l'autre tout en ayant conscience de ses propres filtres. Welcome, Dennis, to the ACAM podcast. Bonjour, Denis. Nice to be here and thank you for inviting me. Je suis ravi d'être ici parmi vous. Le plaisir est partagé. Dennis, avant toute chose, puisque nos auditeurs ne te connaissent pas forcément, ne te voient pas non plus, j'ai envie de te demander de nous raconter un petit peu ton histoire qui est particulière. Ok, je suis de nationalité américaine, mais aux États-Unis, mon surnom c'est French Dennis. C'est-à-dire que Ça s'invente pas. j'ai vécu. Je suis arrivé en France en 91 à Paris. J'ai parachuté à Paris sans avoir d'amis, sans avoir du travail. Et j'ai commencé déjà comme freelance. J'étais à l'époque professeur d'anglais, professeur de japonais, parce qu'avant d'arriver en France en 91, j'ai passé 4 ans à Osaka, au Japon. Wow. Ah, tu m'en avais caché des histoires, mais c'est un tiroir. Encore une langue à ton actif. Exactement, j'ignorais que tu parlais en plus le japonais. 少しだけですけれども、どう忘れてしまいました。 Alors là, il a dit... Non, que j'ai tout oublié et que c'est bien dommage. Et maintenant, je suis beaucoup plus concentré sur le chinois mondain. Et ça fait, pour être honnête, ça fait plus de 25 ans que j'étudie cette langue difficile mais passionnante. Donc, et j'estime que j'ai beaucoup de chance dans la vie parce que j'étudie les choses qui m'intéressent beaucoup et je me sers de mes enseignements dans mes formations en interculturel, aussi dans mon coaching, parce que je suis coach depuis plus de 3 ans. Waouh, super parcours. Et pourquoi le coaching, en fait? Qu'est-ce qui t'a amené au coaching? Est-ce que tu peux expliquer un peu ce métier qu'est le tien? Le coaching, j'ai démarré lentement, doucement. J'étais professeur de chinois dans les écoles de commerce à Paris pendant de nombreuses années. Et puis, j'étais passionné en fait par cette langue qui en fait aide les personnes. Quand on étudie certains mots, certaines expressions, on arrive à mieux capter en fait la mentalité des Chinois, les valeurs chinoises. Et ça, c'était quelque chose de fort utile pour les hommes et les femmes d'affaires. Mais je me permets de faire encore un petit flashback, comme vous avez l'habitude de dire. Tu parles du chinois. Comment ça t'est venu? Et comment tu as décidé aussi un jour, parce que tu ne l'as pas dit avant, donc je le précise, Merci. de devenir Merci. français, toi, américain, devenir français, apprendre le chinois et parler le japonais. Alors, essaye de nous remettre de l'ordre dans nos idées. Non, c'est une bonne question parce que c'est assez curieux. Je suis né au milieu des États-Unis, à Saint-Louis, dans le Missouri. Effectivement, et c'est le milieu. On avait
très peu de contact avec des étrangers. Et n'empêche, j'étais toujours passionné par les voyages, les langues étrangères. Parce que je ne voulais pas juste visiter un pays en tant que touriste, je voulais vraiment connaître autre chose, avoir, je sais pas, avoir j'ai toujours eu des correspondants. Donc, quand Ah j'étais oui, c'est jeune, vrai, on avait ça quand on était jeune, oui, des effectivement, des correspondants, correspondants. pen pals, comme on C'est disait. vrai, C'est ça vrai. y Et est. ça nous permettait de voir un aspect de la vie quotidienne qu'on ne voit toujours pas avec les médias sociaux. C'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment d'idée de la vie quotidienne de beaucoup de personnes. Et lorsqu'on faisait un voyage et on arrivait à communiquer, se faire comprendre avec les gens du coin, on avait l'impression de vivre autre chose que d'être enfermé dans un hôtel ou dans un circuit touristique déjà, comment dirais-je, Préparé, oui. préparé pour vous. J'avais envie de connaître le pays et il fallait quand même un minimum de connaissance de la langue du pays pour en profiter. Et qu'est-ce qui a motivé vraiment ce choix, en tout cas, de venir t'installer en Ah oui, France? c'est vrai que je suis un grand amoureux de la France. Je suis très francophile. C'était une façon de vivre, une qualité de vie que je ne connaissais pas aux États-Unis. Aux États-Unis, on vit dans le confort, mais je sais pas, c'est difficile d'expliquer pourquoi la France, surtout Paris dans les années 80, pourquoi ça m'a tellement plu. Ah bah si, Paris dans les années 80, On c'était était plus fun, jeunes, voilà. oui, c'était la grande La vie en découverte en rose. fait. Oui. Multicolore même dans les années 80. Mais alors, donc, comme tu l'as précisé tout à l'heure, tu as fait un pas vers un pays qui est pour le coup très ouvert aux langues, aux différentes cultures, qui est maintenant le Luxembourg. Il me reste encore cette question relative aux Chinois. Tu as vraiment eu une curiosité au départ, Moi, non, j'ai eu un un intérêt. déclic en fait. Ah, D'abord pour le Japon, parce que comme je vous ai dit avant d'arriver en France, j'ai passé 4 ans à Osaka et j'ai commencé en France à faire des formations interculturelles sur le Japon. Comment travailler, comment collaborer avec les Japonais. Parce qu'à cette époque, dans les années 90, personne en France faisait des formations interculturelles. C'était quelque chose d'inconnu. Toujours à cette époque, il y avait des centaines, des milliers de touristes japonais qui arrivaient en France et étaient mal accueillis, des incompréhensions pas possibles. Et je me suis dit, oh là là, il y a tout un travail à faire pour, comment dirais-je, pour aider ces personnes. Là, je ne travaille pas actuellement avec des touristes, je travaille avec des expatriés et des personnes qui cherchent à mieux intégrer soit leur environnement professionnel ou avoir une vie quotidienne qui a du sens, d'avoir l'impression que oui, je comprends la France, je comprends les Français, les valeurs, et pour qu'ils en profitent en fait. Quand on part dans un pays étranger et si on reste enfermé dans son entreprise, complètement obsédé, si on ne voit que son travail, ben c'est pas la peine de se déplacer. Mais on passe à côté d'un grand pan de la vie quotidienne et des autochtones en fait aussi, c'est ça Tout qui est à fait, intéressant. tout à fait. Et comment tu as pu intégrer autant de connaissances chinoises parce que tu maîtrises vraiment la langue avec beaucoup beaucoup de précision. C'est quand même une langue assez compliquée, enfin qui Très semble riche, très très riche, mais riche. très compliquée. Comment tu as fait pour avoir ce degré de Il faut précision-là? beaucoup, ben je vous cache pas, il faut quand même beaucoup, beaucoup de volonté. Et peut-être une bonne raison, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut apprendre une langue étrangère avec des applications sur téléphone, mais c'est assez stérile. Pour moi, on apprend une langue parce qu'on a envie de communiquer avec une telle personne. Donc, il faut avoir un très bon ami pour vous donner l'envie, en fait, de comprendre la langue d'une autre personne ou d'un autre pays. À Luxembourg, où tu travailles maintenant et où nous sommes installés, qu'est-ce que tu peux constater comme spécificité en sachant qu'évidemment, encore une fois, on est dans un environnement qui est très multiculturel? C'est un environnement qui est très complexe. Et moi, je dirais que oui, on peut dire au Luxembourg, on parle 4 langues et dans le milieu des affaires, l'anglais est très utilisé. Le problème, c'est que sur papier, le Luxembourg est très multiculturel.
Mais lorsqu'on travaille dans les entreprises luxembourgeoises, on se rend compte quand même qu'il existe des silos. Donc, au sud du Luxembourg, il y a beaucoup de Français. Je ne sais pas quel pourcentage des travailleurs transfrontaliers parlent luxembourgeois. C'est-à-dire qu'on reste dans sa propre communauté. Et c'est quand même, je dirais, c'est un paysage professionnel assez compliqué. Et à la fois dans le déni des différences interculturelles. Oh oui, ici, mais dans notre société, tout le monde parle anglais, donc on n'a pas ce problème des différences interculturelles. C'est un peu le paradoxe, parce que soit on est complètement dans le déni des différences interculturelles, ou bien on les considérait tellement importantes que c'est même pas la peine d'essayer de les combler. Donc ces gens, ils sont comme ça, ces Chinois, ils sont comme ça, on n'arriverait jamais à établir une relation de confiance avec ces personnes parce qu'ils sont trop différents. Donc l'anglais devient une sorte d'espéranto, mais dans le fond, les gens ne se connaissent pas. Donc ça reste une communication qu'on pourrait qualifier de superficielle ou de très fonctionnelle. Ouais, le mot est juste. Donc en préparant l'épisode, tu nous as parlé d'agilité interculturelle. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu davantage? Qu'est-ce que tu entends par cette notion? Je crois que dans le monde aujourd'hui, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et j'essaie de sensibiliser les personnes avec qui je travaille, principalement les expatriés, de l'influence de la culture dans nos relations professionnelles et personnelles. C'est-à-dire, je suis convaincu que nous sommes tous nés dans une culture qui influence nos valeurs, nos relations, et tout ça, c'est séparé de la langue quand on ne parle. Donc, sensibiliser les personnes jusqu'à quel point leur relationnel est influencé par leur culture. Il faut d'abord qu'ils prennent conscience de l'influence de leur propre culture et puis d'essayer de voir quelles sont les valeurs d'une personne d'une autre culture, la façon de communiquer, pour quelles raisons est-ce qu'on fait confiance à une autre personne. Il y a beaucoup de non-verbal, il y a beaucoup d'idées reçues qu'on peut avoir sur les personnes d'une autre culture et comment mieux naviguer ces différences interculturelles. On ne peut pas les estomper, mais on peut au moins prendre conscience de ces différences interculturelles et mieux naviguer une équipe multiculturelle. Alors dans cette navigation, on pourrait dire que toi, en tant que coach, tu serais un peu le capitaine de bord, ou en tout cas celui qui donne peut-être une impulsion, une direction. Comment est-ce que tu aides? Je ne vais jamais essayer de... Il ne faut pas confondre le côté interculturel, et là je fais des formations de sensibilisation, et là ça peut virer un peu dans le domaine du conseil. Donc, faites attention avec une personne de cette culture, il vaut mieux pas faire A, B, C, D, ok. Ça, c'est une demi-journée de formation, une journée de formation. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est dans l'accompagnement, dans le processus de coaching. Essayez de réfléchir avec la personne comment je peux avoir une meilleure relation avec... L'autre jour, j'ai travaillé avec une Française, son N+1 est en anglais. J'ai dit, il a l'air assez gentil, mais on a des réunions en visio qui ne durent jamais, dépassent jamais 3 quarts d'heure. Et je n'arrive pas à décrypter. Je ne peux pas travailler le relationnel. J'aimerais bien qu'il me donne davantage, qu'on fait plus une collaboration. Et je n'arrive pas à cerner cette personne, et cette personne non plus. Je ne sais pas comment m'y prendre. Alors on parle en fait, parce que tu ne peux jamais se dire, s'il s'agit d'un anglais, il faut toujours se rappeler que... Je ne peux pas mettre les personnes, catégoriser les personnes. Bien sûr, dans les cases. Toi, parce que tu es français, tu as un comportement comme ça, il est américain, et en fait, essayer de mieux nuancer par rapport à ce que ces gens savent à propos de cette personne. Mais le travail d'un coach aussi, c'est d'aider la personne de mieux comprendre son comportement et ses motivations. Et à décrypter aussi. Décrypter ses propres attentes, par exemple.
dans une relation. Dans le cadre de cette interculturalité, je ne sais pas si le mot existe réellement, oui. C'est merci, un monsieur. Américain qui nous, Voilà, qui nous corrige l'Américain. en français. Mais disons, j'ai Confirme. un regard assez... J'ai une optique sur la langue française qui est assez intéressante parce que quand on est baigné dans sa propre langue, on ne se rend pas compte ah oui, ce mot, cette expression, c'est curieux. Et c'est plus que curieux, ça peut être révélateur. Ah oui, pourquoi on dit ça? Par exemple, lorsqu'on parle du management, qu'est-ce qu'il y a comme vocabulaire? C'est du franglais, hein, mais franchement, du management, du leadership, du feedback. C'est vrai. Il y a des dizaines de mots et j'ai l'impression que même quand je m'exprime en français, j'utilise très facilement un lexique qui est très anglophone. Ceci dit, je dirais que 70% de mes coachings et de mes formations sont en français. Et bon, j'ai peut-être quelque chose de très français dans le fond, j'ai un côté très perfectionniste. Donc, je n'aime pas faire des fautes, je n'aime pas faire des fautes de genre, je suis assez soucieux de mon image, mais ça peut être un vrai désavantage en fait. Je vois beaucoup de liens avec le travail que je fais avec mes clients de coaching, qui est écoutez, il faut être un peu vulnérable, prendre des risques, et même si vous ne parlez pas anglais à la perfection, bah vas-y, dis ce que tu as à dire. On s'en fout de la tournure de la phrase du moment que tu arrives à te faire comprendre. Donc c'est ça le relationnel, c'est de dépasser en fait la langue pour établir un bon rapport connexion, avec quelqu'un, une bonne connexion. Ouais. Ce qui est intéressant quand même, c'est qu'on vit dans un monde où on se dit tous interconnectés, qu'on peut, en claquant des doigts maintenant, se mettre en lien avec quelqu'un qui est au Japon ou aux États-Unis ou n'importe où dans le monde avec ces plateformes, ces réseaux sociaux. Et finalement, tu es en train là maintenant de nous décrire la difficulté quand on a envie réellement d'entrer en contact avec quelqu'un d'une manière humaine, d'oser, de dépasser ses propres peurs, d'accueillir celles de l'autre. Sortir de ses propres peurs et sortir d'une sorte d'isolement. Parce qu'il faut dire la vérité, il y a énormément de personnes qui vivent dans un isolement pas possible, hein, même dans un contexte professionnel, et beaucoup d'expatriés qui s'enferment dans une petite communauté, et on peut dire bah, c'est à cause de la langue, ils ne parlent pas bien. Beaucoup d'expatriés qui vivent au Luxembourg, qui ne parlent pas un mot de français, par exemple. Et comment dirais-je, c'est pas très joyeux, en fait. Si on veut rester, je ne sais pas, 6 mois, 1 an, moi je ne supporterais pas de ne pas apprendre la langue locale. On se coupe d'énormément de choses, en fait, d'une vie sociale, d'une vie culturelle. Enfin, même si au Luxembourg, il y a quand même l'anglais, on peut toujours s'en sortir plus qu'au fin fond de la France, par exemple. Mais il y a quand même, il y a quand même un manque. Mais il y a une vraie vie, en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'on peut visiter la Grande Muraille de Chine, la Tour Eiffel, et visiter les monuments. Mais bon, pour moi, ce qui est un plus intéressant, c'est d'entamer une conversation dans un café à Montmartre. Et je ne sais pas, voir un autre aspect de la vie quotidienne des personnes. Alors, quelle expérience, toi, en tant que coach, tu pourrais proposer à nos auditeurs? Tu m'avais parlé d'une personne lorsqu'on préparait notre entretien, justement, qui avait des difficultés à exprimer sa frustration dans un cadre professionnel, et tu lui avais suggéré un exercice. Dans le relationnel, il faut avoir une bonne connaissance de soi-même. Et quand je dis une bonne connaissance de soi-même, de se dire pourquoi je suis comme je suis et jusqu'à quel point est-ce que je m'identifie avec ma propre culture. Et lorsqu'on est dans une situation, quand on est souvent en conflit avec une autre personne, on peut se poser la question à quel point est-ce que cette personne est typique de sa culture et quelles sont les spécificités de cette personne qu'il faut prendre en compte lorsqu'il faut avoir, ce qu'on appelle une conversation difficile ou délivrer un feedback que l'autre personne n'a pas forcément très envie d'entendre. Je ne dis pas que côté culturel, c'est toujours ce qui influence en premier le comportement de quelqu'un, mais je pense quand même
en ce qui concerne la confiance, qu'il faut même prendre beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'éléments d'une certaine culture qu'il faut prendre en compte. Donc l'interculturel est quand même assez important dans les relations humaines. Et une chose que j'essaie d'expliquer, c'est jusqu'à quel point est-ce qu'on peut être direct avec quelqu'un. Donc il y a certains pays où on n'a pas peur de dire non, tu n'as rien compris, tu as tort, il vaut mieux faire. Et les gens peuvent être très directs. Et avec d'autres personnes, d'autres cultures, tu vas provoquer une perte de face et heurter les sensibilités de quelqu'un. Et puis, ça fait très, très difficile, en fait, de continuer de travailler avec quelqu'un si tu ne prends pas en compte la personnalité. Jusqu'à quel point est-ce qu'on peut dire « Claire, tu es bien gentil, mais franchement, un message difficile. » Donc, je ne sais pas, je réfléchis. Attends, est-ce que je vais bien accueillir ou pas? De quelle nationalité es-tu, Denis? En fait, ce qui est bien, c'est d'avoir cette agilité et se dire, bon, je connais la personnalité de mon 1+1 et je sais que c'est quelqu'un qui est très lunatique ou à quel moment je peux livrer ce message. Et peut-être la leçon de cette séance, c'est de savoir doser l'intensité d'un message qu'il faut quand même faire passer. Parce que si tu acceptes de ne rien dire pendant 3 mois, 6 mois, finalement tu pètes les plombs, tu quittes la société. Ok, donc c'est pas une stratégie de ne rien dire. Ça se retourne contre et de réagir à vif quand quelqu'un te fait un commentaire. C'est peut-être pas une très bonne idée. Donc j'ai proposé à mes clients, ok, donc on va s'entraîner avec 3 niveaux d'intensité d'un message. Donc, tu fais comme si tu allais envoyer un mail, mais surtout tu ne l'envoies pas à chaud. Tu dis des choses d'une façon très directe et la prochaine fois que tu fais un commentaire, et réfléchis, de bonnes respirations et tu diminues l'intensité de ton message. Donc, c'est la dernière fois. Ça, c'est niveau 8. Tu fais un niveau 6, un niveau 4 et tu peux réfléchir. Ok, je ne vais pas laisser passer ça et je ne veux pas rentrer dans un conflit direct avec la personne. Donc, je dose l'intensité de mon message. Ça, c'est le genre de truc que tu peux préparer bien avec un coach. Ah, c'est intéressant parce que finalement, tu le disais hors antenne, si je puis dire, c'est pas uniquement interculturel, mais quand même dans l'intensité ou l'acceptation d'une intensité va jouer probablement le filtre de la culture qu'on a ou qu'on n'a pas en fonction du pays où on vient. Et effectivement, ce qui est intéressant, si on pouvait revenir juste un tout petit peu sur cette notion que tu as évoquée, que je trouve vraiment pertinente, c'est de se dire, et effectivement, il y aurait un danger à cataloguer les gens en se disant il est japonais, donc il est comme ci, elle est éthiopienne, donc elle est comme ça. Et tu parlais du fait de s'identifier ou non à sa culture, et on peut se rendre compte que certaines cultures, enfin certaines personnes de certains pays s'identifient peut-être plus que d'autres, mais même dans ceux qui s'identifient plus, on peut supposer qu'il y en a pour qui c'est moins important. Il y a certains expatriés qui quittent le pays parce qu'il y a plein d'Américains qui n'apprécient pas la culture américaine. Excellent Donc, exemple. Ils partent vivre dans un autre pays pour y échapper. Beaucoup voilà. d'Asiatiques aussi, beaucoup de Chinois qui veulent avoir cette liberté et ne pas subir le poids d'une culture. Ça, c'est une chose. J'avais une autre aussi. Qu'est-ce qui est spécifique à la France, au Luxembourg, en interculturalité, c'est-à-dire quels sont les défis que la grande majorité des Asiatiques ou des Américains, lorsqu'ils arrivent pour travailler au Luxembourg, qu'est-ce qu'ils rencontrent comme problème relationnel. Il y a beaucoup de personnes, ils se disent « Ah, ma société m'envoie en France, au Luxembourg, ça va être bien, la France, beaucoup de congés payés, je vais avoir... L'Eldorado. L'Eldorado, c'est le rêve français, on parle souvent du rêve américain, mais 6 mois de congés payés.
Et ils ne se rendent pas compte qu'en fait, une des difficultés pour intégrer la France ou le Luxembourg, c'est la séparation entre la vie personnelle et la vie professionnelle. C'est-à-dire, les gens peuvent être gentils, sympathiques, accueillants, avenants, mais jusqu'à un certain point. Parce qu'un Luxembourgeois, par exemple, veut préserver sa vie privée. Donc, je dis souvent à d'autres étrangers, ne vous attendez pas d'être invité très souvent chez un Luxembourgeois. His home is his castle. Donc, tandis qu'aux États-Unis, les Américains, ils ont beaucoup de défauts. Hein. Ils sont beaucoup plus, ils invitent beaucoup plus facilement chez eux parce qu'ils n'ont pas ce besoin d'être cadrés par une certaine formalité. Donc, si on est invité chez un Français, on sait qu'il y aura l'apéritif qui est servi, un certain vin qui est... Il y a tout un protocole à suivre, tandis qu'aux États-Unis, oh, it's a potluck dinner, amenez quelque chose si vous en avez envie, on va... Et les gens, il y a du bien et pas bien dans tout ça. Mais je dis souvent, il y a beaucoup plus de formalité dans la culture européenne. Et si vous partez aux États-Unis... le manque de formation, on a besoin souvent de cette structure, en fait. C'est un peu déstabilisant. Je ne sais pas si ce que je dis a du sens pour vous. Si, c'est très parlant. Enfin, on s'imagine bien, et pour l'avoir vécu. Ouais. Et puis ce cadre, nous, on en a plus ou moins besoin. Donc on comprend tellement ce que tu viens de dire, en fait. Ça parle beaucoup. Il y a beaucoup de Français qui disent en anglais, vous n'avez pas ce problème de tutoiement, de vouvoiement, tout le monde se tutoie. Je dis oui, c'est vrai, mais d'un autre côté, c'est parfois bien d'avoir le vouvoiement. Il y a des moments, des situations, je n'apprécie pas si je ne connais pas quelqu'un qu'on me tutoie tout de suite. Ou quand j'étais prof dans une école de langue, je n'accepterai jamais qu'un étudiant me tutoie. Je veux cette distance. T'es vraiment français. Un minimum de respect. Oui. Super. Alors que le vouvoiement tend à disparaître quand même aussi dans la culture. D'autant plus au Luxembourg, on l'utilise pas de dans moins le en moins. 16e arrondissement de Paris. Non, mais à Luxembourgville, beaucoup plus. Mais Oui, c'est à dû Luxembourg, certainement c'est cool. à la mixité aussi des gens qui sont là et au fait de s'adapter à tout le contexte et les différentes cultures. Mais c'est souvent un peu hypocrite parce que les Américains me oh, just call me Bob. Mais en fin de compte, il faut les appeler Robert. Non, mais il y a quand même une hiérarchie et on Bien sent sûr. quand même, on veut faire comme s'il n'y avait pas, on était quand tous égalitaires, mais dans le fond, dans une entreprise, il faut bien qu'une personne prenne des décisions et un peu de distance, mais je trouve que c'est nécessaire. Une hiérarchie s'impose. Mais en tout cas, merci pour tous ces partages, tes points de vue passionnants sur ces différents sujets. Merci beaucoup, Denis. C'était un plaisir de te rencontrer. Est-ce que avant de nous quitter, est-ce qu'il y a quelque chose, un message que tu veux nous faire passer, une actualité que tu veux nous partager? Une nouvelle langue que tu es en train d'apprendre? Créons une nouvelle langue entre nous. Souvent dans une séance de coaching, même si je vous ai dit que la majorité de mes clients sont francophones, je trouve avec chaque client, on établit ses propres termes et on arrive à se comprendre d'une manière à une autre, même si je massacre l'anglais ou mon client chinois ne s'exprime pas très bien en anglais, ça a beaucoup moins d'importance, c'est de s'ouvrir à soi-même et écouter ses propres paroles. Et qu'est-ce que nous sommes en train de nous dire et d'où vient ça? Est-ce que ça vient de nos parents? Est-ce que ça vient de notre culture? Et est-ce que je veux vraiment incorporer ces croyances ou ces petites voix qu'on entend depuis très toujours dans ma vie personnelle? Donc, faire du coaching, c'est bien choisir ses mots. Sur ces bonnes paroles. Oui, merci. Un grand merci, Denis. C'est vrai, chers Plaisir auditeurs, partagé. à vous de bien choisir vos mots, vous l'aurez compris. C'est essentiel et c'est ce que nous essayons de faire aussi dans notre podcast. À très bientôt. À bientôt.